Pendant 40 000 ans, les aborigènes ont parcouru les terres d'Australie pour pister, chasser et faire survivre leur tribu. Ils ont réussi à trouver des moyens de subsistance dans des déserts brûlants et des steppes arides où la température atteint souvent les 45 degrés et les conditions de vie sont parmi les plus difficiles de la planète. Dépendant complètement de la chasse, ces aborigènes ont développé des capacités d'observation et de traque hors du commun. Ils étaient capables de lire la terre, retrouver les pistes animales et les suivre sur des dizaines de kilomètres. Na gañ goro wala bandon ngatuk palang do mai bazar do e mi yawdo kawali jaida pangada warmal banera no ko jana yagala yano yano ne merangoral bagolo pegere gele le kala bandon pandari nyagoracha. Michili Gibson est l'une des dernières femmes aborigènes à avoir renoncé à un mode de vie traditionnel. En 1979, elle a quitté le bush et s'est installée en ville. Des scientifiques occidentaux font régulièrement appel à elle pour traquer les espèces du désert en voie de disparition. Michili est née dans les années 30, dans le désert du Tanami, une immense plaine aride et hostile, dépourvue de tout point d'eau, grande comme le tiers de la France. C'est une des dernières régions à avoir été explorée au XXe siècle. Pour y survivre, ses habitants devaient savoir traquer le gibier pendant de longues heures. Si les hommes traquent les kangourous et les autres grands animaux, ce sont les femmes qui trouvent la nourriture quotidienne en traquant les petits animaux, les scorpions, les lézards, les serpents. Elles emmènent leurs enfants avec elles dans le bush sur leur sein.
Dès qu'ils commencent à marcher, elles leur enseignent à reconnaître leurs empreintes, celles de leur père et des autres membres de la famille. Et si les enfants se perdent dans le bush, ils sont capables de rebrousser chemin en suivant leurs propres traces. Ceux qui savaient le mieux dénicher la nourriture, ceux qui traquaient le mieux, ont réussi à survivre pendant les grandes sécheresses quand l'eau manquait, quand on devait marcher sur de grandes distances pour aller d'un point d'eau à l'autre. Dans leur culture, ils ont des chants qui racontent leur mythe créateur et la manière avec laquelle la terre a été façonnée. Ces chants décrivent les territoires. Les aborigènes les connaissent sans jamais y être allés. Ils en ont une carte orale. Ils savent à tout moment où ils sont. Lorsque les Blancs sont arrivés à cheval dans le Tanami pour la première fois dans les années 1940, tout le clan de Michili, effrayé, est parti se cacher dans les montagnes. Michili n'a eu de véritable contact avec l'homme blanc qu'une vingtaine d'années plus tard, lorsqu'un photographe s'est aventuré dans cette région. Chaque année, des dizaines d'Australiens et de touristes se perdent ou tombent en panne dans ce bush australien, désertique et immense, où la densité de population est l'une des plus faibles au monde. Dans ce désert, isolé et torride, les températures extrêmes accélèrent la déshydratation. Sans eau, on ne survit guère plus de 24 heures. Si vous regardez l'évolution de la société dans son ensemble, vous vous rendez compte qu'autrefois, il y a de cela des milliers d'années, tout le monde appartenait au clan des chasseurs-cueilleurs. L'homme moderne, l'homme occidental a appris à produire des quantités phénoménales de nourriture. Cette production de masse a provoqué un affaiblissement de la race humaine, l'a détournée de la chasse. Les aborigènes ont toujours gardé ces aptitudes intactes. Chasser est au cœur de notre existence et de notre façon de vivre. Le gibier étant peu abondant, les aborigènes se nourrissaient principalement de graines d'acacia, riches en protéines, de fruits et légumes sauvages, de miel de fourmis ainsi que de reptiles et de petits marsupiaux. La recherche de la nourriture prenait de longues heures. Un varan pouvait constituer l'unique viande pendant plusieurs jours. Au fil des ans, des traqueurs aborigènes comme Michili
ont sauvé la vie de centaines d'Occidentaux en perdition dans le bush. En retour, leur vie a été bouleversée au contact du monde occidental amené par les Blancs. Les autorités ont incité les aborigènes à quitter leur mode de vie traditionnel et nomade et les ont forcés à se sédentariser. Officiellement, les derniers d'entre eux ont rejoint le monde moderne en 1984. Malgré une nourriture abondante, les aborigènes ont continué à chasser et à traquer. D'ailleurs, leurs compétences ont intéressé l'homme blanc bien avant le XXe siècle. Dès la fin du XVIIIe, les polices coloniales d'Australie se sont aperçues de l'habileté des aborigènes à retrouver la trace de personnes perdues ou en fuite. La première traque officielle a lieu en 1834 dans l'ouest du pays pour retrouver un garçon de 5 ans perdu pendant 9 jours. Très vite, ils sont employés pour des actions punitives contre leur propre peuple. Ils traquent les aborigènes qui s'opposent à l'installation des colons blancs ou commettent des crimes. À partir du XXe siècle, des traqueurs aborigènes sont affectés dans les postes de police du bush pour assister les officiers de police blancs. Un agent était affecté à un poste de police du bush. Sa femme et ses enfants l'accompagnaient. Et il y avait souvent 2 traqueurs sur place. Il se créait alors un véritable échange entre le policier et les traqueurs. C'était une formidable fusion entre les 2 cultures. Le policier apprenait la culture aborigène et les aborigènes étaient capables d'assister la société blanche dans la recherche des personnes perdues et la capture des criminels. Maintenant, ils ne le faisaient pas pour l'argent car ils étaient très peu payés. Mais leur loyauté était très appréciée par ces policiers du bush. De quoi sont vraiment capables les traqueurs aborigènes? Pour le savoir, nous avons demandé à une jeune femme de jouer le rôle d'une criminelle en fuite. Nous lui avons donné une dizaine de minutes d'avance sur ses poursuivants. Elle s'enfonce dans le bush pour se cacher. Parmi ses poursuivants, le traqueur John Daly a travaillé 10 ans dans la police. Il est accompagné par un enquêteur de la police scientifique, Kim Chilton, qui fait appel régulièrement à lui en cas de crime ou disparition. Elle va dans cette direction. C'est son empreinte, là. C'est la sienne? Oui, tu la vois? Pour compliquer la traque, nous avons demandé à la jeune femme de changer de chaussures en cours de route. Tu vois cette trace ici? Quelqu'un est passé par là et a laissé un reste d'empreinte. C'est une empreinte de femme. Voilà son talon, c'est la trace de son pied. Elle va dans cette direction. Elle continue comme ça, puis elle va par là, entre dans ce fourré. Bon, il n'y a aucune trace qui passe par ici. Mais on peut voir que quelqu'un s'est assis sur ce monticule. La personne est de toute évidence venue s'asseoir ici. Mais quand on regarde les traces qui montent ici, elles ne ressemblent pas à des traces de basket. Puis tout à coup, des traces de basket apparaissent. Je ne saurais pas vraiment décrire ce qui se passe dans sa tête. Il m'a indiqué à plusieurs reprises par le passé qu'il aime le calme, qu'on le laisse seul. On se rend compte à quel point il est plongé dans ses pensées quand il cherche des traces. Et d'ailleurs, il ne cherche pas que des empreintes, il cherche aussi le moindre indice, la moindre perturbation au sol ou dans les herbes. À première vue, je dirais qu'une personne a amené quelque chose, est montée dessus ou l'a retiré. Et ici, cette zone a été piétinée. Ce qui me frappe chez les aborigènes, c'est leur acuité visuelle exceptionnelle. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. Les plus infimes modifications du milieu, une petite pierre retournée que nous ne remarquerions même pas. Tu vois les traces qui passent ici? Oui, je les vois. Tu vois l'herbe ici? Ouais. C'est encore frais.
Ces traces ont une demi-heure, peut-être moins. On peut voir que l'herbe vient juste d'être écrasée. Si l'herbe avait été écrasée depuis longtemps, elle aurait jauni et on le remarquerait tout de suite. Cette piste ici est récente. Les traces sont de plus en plus fraîches. Trouver une empreinte ou tout autre indice matériel me permet de déterminer depuis combien de temps cette trace est là, et donc me donne une indication sur l'avance que la personne a sur moi. La voilà. Ah, on l'a eu. Elle est prise. Nous l'avons attrapée. Chaque personne a sa façon propre de marcher. Cette façon de marcher se traduit par une attaque particulière du pied dans le sable. Et cette attaque est toujours la même, quelle que soit la chaussure. La meilleure façon de le remarquer, c'est lorsque la personne marche sur une surface un peu molle. Les contours de l'empreinte sont plus nets. Selon moi, traquer est à la fois un art et une science. Les aborigènes comprennent la mécanique du pied qui touche le sol. La longueur de l'empreinte définit la taille de la personne, la profondeur définit son poids, l'empreinte révèle les caractéristiques de la personne. J'ai eu une blessure au genou droit. Quand je marche, mon pied droit s'oriente légèrement vers la droite alors que mon pied gauche reste droit. C'est une différence notable. Si elle n'est peut-être pas très visible à l'œil nu, un aborigène la remarquera immédiatement. Il la mémorisera, en gardera une photo mentale et saura ce qu'il devra chercher à partir de là. La plupart des anciens traqueurs ne seraient pas capables d'expliquer la traque aux jeunes générations d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette science n'est toujours pas comprise d'un large public. Pourtant, les barrières tombent. De plus en plus de gens conçoivent que la traque fait aujourd'hui partie de la police scientifique et de la médecine légale. En fait, ce sont les scientifiques du bush. Ils peuvent indiquer à un enquêteur de la police scientifique ce qu'ils ont trouvé sur la scène du crime. Et à partir de là, l'enquêteur peut prendre le relais et s'en servir comme preuve devant la justice. Ils peuvent justifier ce qu'un aborigène a vu, et un aborigène peut justifier ce qu'un enquêteur a découvert. Nous avons tous une morphologie du pied, une position des orteils et une façon d'accrocher le sol qui nous est propre. Ces critères, auxquels s'ajoute le type de chaussures que nous portons et son état d'usure, font que notre empreinte est unique. John a repéré plusieurs empreintes de bonne qualité, dont Kim Chilton, l'officier de la police scientifique, va pouvoir relever toutes les caractéristiques et fabriquer un moulage. Il pourra ainsi comparer ces relevés aux empreintes laissées par les personnes arrêtées ou suspectées sur le lieu du crime. La police scientifique et la médecine légale font de plus en plus souvent appel aux analyses ADN pour inculper les suspects. Les traqueurs, en suivant la piste des criminels et en interprétant leurs moindres faits et gestes, repèrent traces de sang et fragments de cellules vivantes et facilitent les prélèvements effectués par les enquêteurs. Les techniques de traque constituent un art complexe et subtil. L'affaire qui illustre le mieux cet art a opposé 2 traqueurs aborigènes au cours d'une chasse à l'homme qui a duré 19 jours. En août 1967, dans le district de Harts Range, le traqueur Billy Ben tue de 12 balles l'un de ses rivaux et blesse grièvement les 2 officiers qui tentent de l'arrêter. Billy Ben est activement recherché par la police. Elle envoie des équipes à cheval pour tenter de pénétrer cette zone isolée, dépourvue de route. Des recherches sont également menées par avion, mais ne donnent rien. Le célèbre traqueur australien Teddy Higginjangala et le policier blanc Terry O'Brien sont alors envoyés à sa poursuite. L'affaire a durablement marqué les 2 hommes dont la collaboration a été exemplaire. Oh man, long time. Yeah, long time, eh? You're in town now? Yeah, we're in the little city behind the cup. Good one, eh? Left you on the move? Yeah, we're staying here all day. Yeah, hey, catch Johnny Day, Billy Ben. Hey, Billy Ben, yes. Yeah, he's still alive. He's still alive? Yeah, you know. Do you see him or no? No, I've been seeing him. You don't see him, eh? You know, I seen him. Have you seen him?
Does he talk to you? Yeah, Hey. he good friend of mine. Too smart for him? Yeah, that's right. That's right. He couldn't get out. He couldn't get away, could Yeah, because we've been tracking all the way. La traque se déroule dans une région escarpée du centre du pays, repère idéal pour les criminels en fuite. Teddy Egan et Terry O'Brien font partie de l'équipe lancée à la poursuite du jeune tracker, disparu dans les montagnes avec sa femme. Billy Ben n'était pas un si mauvais bougre. En tout cas, c'était un excellent tracker. Et la seule personne que la police a pu trouver pour le pister, c'était Teddy Egan, qu'on pourrait appeler un super tracker. Teddy et lui savaient que c'était un ancien tracker et qu'il ferait preuve de toute son intelligence pour les distancer. Mais ils étaient résolus à se montrer plus forts que lui. Billy Ben et sa femme enveloppent leurs pieds dans des couvertures pour maquiller leurs empreintes. Leurs poursuivants sont sur le point de perdre leur piste lorsqu'ils remarquent les traces d'un animal. Ils avaient un vieux chien. Les traqueurs ont commencé à suivre les traces du chien plutôt que de suivre celles de Billy Ben et de sa femme. Je ne sais pas comment ils faisaient pour distinguer les traces de ce chien. Comment ils pouvaient affirmer que c'était leur chien et non un chien sauvage. Plus tard, les fugitifs choisissent des itinéraires passant par des zones de rochers, sur lesquelles ils ne laissent aucune empreinte. Pour autant, le simple déplacement d'une petite pierre, le moindre indice, suffit à remettre le tracker dans la bonne direction. Terry, this way. Goja kada le anu malu veo kana le bilig manu goja goja par ngaju na mila bong ko jangola jel bana nyango mila bong bana wal bal ngani na yu balli i bal ngani na bal wal bal guju nai yu bal guju kai gan bada jana chupan bada jana yu bal. Nous avons découvert un feu de camp avec des restes de melons sauvages cuits. Ils n'avaient plus d'eau et ils commençaient à perdre leur force. Devant le feu de camp, les traqueurs remuaient les cendres, crachaient dans le foyer et attendaient le pchit pour évaluer quand il avait été éteint. Vous et moi aurions eu besoin de plus d'indices. Eux concluaient immédiatement, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça leur suffisait. Ted est comme un détective. Il n'a pas seulement une bonne faculté à analyser les situations ou une bonne connaissance de son pays. Il comprend la psychologie des personnes qu'il traque. Par exemple, s'il traque un animal, il en sait assez sur ses instincts pour deviner où il va aller. S'il traque une personne et qu'il trouve son empreinte du pied, il peut deviner la personnalité de cette personne. Donc quand une piste part dans plusieurs directions, il est capable de déduire « la personne va probablement aller de ce côté ». Parce que maintenant elle a soif et elle cherche de l'eau. Et il y a plus de chances qu'elle en trouve dans cette direction que par là. Nous avons franchi la crête et pouvions voir Billy Ben en bas du ravin avec sa femme, assis sur des rochers. Nous avons essayé de descendre sans faire de bruit pour les attraper. Girl, I lost Billy. Nous avons donné un repas et de l'eau à la femme de Billy et l'avons mise à l'aise. Nous lui avons parlé et l'avons rassuré qu'aucun mal ne serait fait à Billy de la part d'aucun d'entre nous. Nous lui avons demandé d'appeler son mari car nous pensions qu'il ne s'éloignerait pas trop loin d'elle.
Alors Teddy Egan nous a dit, Billy vient vers nous et il a son fusil. Teddy était un grand type fier et impressionnant. Il avait beaucoup de charisme. Il se sentait capable d'aller parler à Billy Ben. Les deux hommes ont disparu derrière un rocher et un coup de fusil a retenti, ce qui nous a inquiétés. I've been telling him even more boy from their can. While he doing it even more boy, I'll even tell me 15 bullets there. What you making? What you my 15 bullets? Yeah, I'll manage it. Don't worry. It is more bad from a can. Right? I've been get that Billy Ben, and I've been get a picture. I've been showed him rock. I got him. I've been thinking out long to smap. I got him. Le coup avait été tiré par Teddy qui voulait nous signaler qu'il avait déchargé le fusil de Billy. Mais il n'avait pas réalisé que c'était un automatique et qu'il venait en fait de le recharger. Il était très fier du travail qu'il accomplissait, Teddy. Il aimait obtenir des résultats. We camped one night here and we traveled to our ranch in Bleach. Remember that? Yeah. He had to show us how to get back? Yeah, we know. we know the track. Yeah. But we were horsemen. You were a good horseman, eh? Yeah, true. Pendant longtemps, le cheval a été un fidèle complice du tracker, étant souvent l'unique moyen de déplacement à travers des régions inaccessibles en véhicule et trop vastes pour s'y déplacer à pied. Tous les grands trackers ont commencé leur carrière dans les fermes d'élevage extensif qui couvrent la majeure partie de l'arrière-pays australien, en particulier dans le Queensland. Aujourd'hui, ces fermes sont encore l'un des rares, sinon l'unique gagne-pain des aborigènes qui vivent dans le bush. Ils y côtoient le monde des Blancs et peuvent mettre en pratique leur talent de tracker. Pendant les rassemblements, ils traquent les bêtes égarées ou réfractaires. Ils savent faire la différence entre les traces du bétail et celles des chevaux. Jusqu'à la fin des années 70, les cow-boys dormaient la plupart du temps à la Belle Étoile. À leur réveil, ils devaient souvent retrouver leurs chevaux échappés dans la nuit malgré leurs entraves. Leur journée commençait alors par une traque. Lorsqu'un jeune cow-boy moins aguerri se perdait, les meilleurs traqueurs de la ferme partaient à sa recherche en suivant sa trace. Excellents cavaliers, fins pisteurs, parlant anglais, ces cow-boys aborigènes étaient prisés par la police qui venait régulièrement les débaucher pour renforcer ses équipes. Tommy George a grandi dans l'une de ces fermes avec son inséparable compère George Musgrave, aujourd'hui décédé. Enfants, leur patron les avait cachés dans des sacs postaux pour qu'ils ne soient pas emmenés en ville par les services sociaux, mais qu'ils puissent rester dans le bush et recevoir l'éducation traditionnelle de leur clan. Tell me when a station hand we get lost, they were gone ran a circle somewhere with a swamp. Yeah, we tracked him. I tracked him all the way. You saw the spring? Yeah, for 2 days. I carried a whip. When I see the track, he went there and he camped. They saw the spring. He came back out.
I said, hey, I see that first truck when he crossed that flat. Oh, only this morning. Yeah. He went around that swamp. He coming by just how I cracked the whip. He said, hey. Yeah. Yeah. How good was the tracker with old Granddad, George? He must have been a good tracker. Yeah. He taught me. Yeah, he taught me to track too. Yeah. Did he work for the police? Yeah. Did he found a lot of people, missing people? Eh? Yeah, right up a Cowan. Yeah. Sure, tracking. Now, no one took his place yet. Le tracker qui a sauvé le plus de vies en Australie s'est éteint en 2006, à l'âge de 86 ans. J'ai eu l'occasion de voir George traquer. Mais il y a eu aussi des occasions où George était absent. Et j'ai dû faire appel à d'autres trackers aborigènes que je connaissais dans la région. La plupart d'entre eux se débrouillaient bien, mais je pense que George était leur gourou en termes de track. My name's George Musgrave. I used to work here at the police force in the Laura. I like to track people because you know what, I like it because I don't want to let him go. I don't want to see get lost. I don't want to see die. I must because I was too long with the church. I must think a lot of that because I feel like to find out I don't want to see him to die. I'm happy to go looking for anybody. Honey, help, I've got one. Oh, great. Sarah, just wait there, okay? Le lendemain de la disparition de la petite Sarah, la police mobilise 50 policiers et secouristes volontaires. Elle mène 3 reconnaissances en hélicoptère, ainsi qu'une douzaine de battues avec chiens, sur un périmètre de 30 km². Dans cette partie du pays, la jungle, véritable labyrinthe végétal, couvre montagnes et vallées sur des centaines de kilomètres. Elle est trop dense pour permettre aux véhicules 4x4 d'y pénétrer. Mommy! Mommy! Okay, thanks. I'll tell the sergeant. What's the report? No sign of her yet. Nothing? Nothing. Damn. Sergeant, what's the results of the helicopter search today? Sorry, sir. Foliage is too thick. We cannot see anything through with the helicopter. We're going to have to resort back to ground coverage only. There is one more possibility. Okay, one last resort. We're going to call in a tracker, all right? A tracker? A tracker. Some of the Aboriginal folk here, they track people in the wild, and they're very good at it. It's the only last hope we have, I'm afraid. When can they arrive? We'll fly him in this afternoon. He'll be here, and hopefully very soon we'll have your daughter back.
He'd lost 10 days, the little girl. And he said, I want you to go so you can find him. And I asked her, please, how long you was over there? I said, we was here 10 days, we couldn't find the little kid. And he said, right, and we went to see you can find it. So I went from here. I left here 5 o'clock morning, and I get there, I'll get there before 9 o'clock in my, what they call McLeod River, Curramore Station. All right, George, this is the last place Sarah was seen by her parents. She was apparently playing here by the water, and that was the last they saw of her. Got some photos here of her. This is what she looks like. You reckon there's much chance to find her? When I tracking in, I stand in and I missed the track, and I couldn't see any more track. And I just stood up and stand and looked straight over the dry log. And I could see the little fella wave his hand. And he had a white clothes on. And he said, oh, there, little fella. He said, hello. The little girl never frightened. He said, hello. I said, hello. He said, what do you, he said, well, why, Dad? I said, Dad, I'll take you home now. He said, all right. He didn't cry, he didn't try, and he grabbed my finger and walked over. We walked back 2.5 miles. Please stay waiting ready there. Sarah. Sarah. When I find the life, I'll be really happy bad. If I don't find that, I'll think a lot, how I missed the track and all that. If I track it really good, as the track the man never get away from me until I find it. And I find it, I'm happy bad. If I don't find it, I'll be really won't talk to anybody. I like to see, as soon as I find it, I'll be really happy. À partir du moment où tu te mets à douter de tes capacités de tracker, tu t'exposes à commettre beaucoup d'erreurs. Quand tu atteins ce niveau de transe émotionnelle, et c'est bien de cela dont il s'agit, tu t'es fixé un défi, le défi de sauver une vie. Et il n'y a pas de place pour l'erreur. Tu peux revenir en arrière. Si une trace prête à confusion, tu reprends au début et refais le chemin. Le succès de ta traque doit s'imposer comme une évidence. Ce que le vieux Musgrave a dit est absolument exact. Il n'y a pas de place pour l'erreur et le doute. Il faut absolument croire en soi. Malgré les innombrables services rendus, les polices australiennes se sont progressivement défaites de leurs trackers après 150 années de bons et loyaux services. L'État du Queensland, par exemple, employait 135 trackers aborigènes en 1900. Il n'en emploie aujourd'hui plus qu'un seul. Les collaborations comme celle initiée par l'officier Kim Shilton sont aujourd'hui des exceptions. Il y a des fois où nous aurions eu besoin d'un tracker.
Un tracker est capable de retrouver la trace d'un contrevenant et vous livrer l'empreinte de son pied ou de sa chaussure. Il est évident que nous avons manqué de telles preuves à plusieurs reprises parce que nous n'avions pas de tracker. C'est dommage. Pour certaines grandes affaires comme Zaria Chamberlain ou Peter Falconio, je me suis souvent demandé ce qui se serait passé si les scènes du crime avaient été gardées intactes, plutôt que la police se lance dans un système de quadrillage et que les lieux soient piétinés de toutes parts avant d'y faire venir les trackers. Et bien sûr, les trackers qui se basent sur les moindres détails sont appelés quand tout est piétiné. Comme le reste de l'Australie, l'État du Queensland s'est doté en 1975 de groupes d'intervention pour secourir les personnes en danger ou perdues. Ces groupes ont été équipés de puissants moyens techniques qui facilitent l'accès aux zones difficiles, la collecte et le recoupement des informations sur le terrain, ainsi que le repérage des personnes depuis le ciel. Notre hélicoptère de secours est équipé d'imagerie thermale qui du ciel peut détecter la chaleur d'un corps ou d'un véhicule. Son utilisation est très limitée au-dessus de la jungle, du fait de la canopée qui fait écran. Si la personne a une couverture polaire, ce que certaines personnes amènent avec elles dans leur sac à dos, on ne détectera pas non plus sa chaleur. Donc là encore, son utilisation est très réduite. Le dernier cri technologique n'est visiblement pas la panacée. Pourtant, rien ne semble vouloir arrêter sa mainmise sur notre vie. D'ici 5 ans, la miniaturisation aidant, des puces microscopiques dotées d'un GPS et d'un émetteur pourront être insérées avec une seringue sous la peau. Elles indiqueront la position de tout animal ou être humain sur lequel elles seront implantées. Il ne reste plus qu'à passer le scanner au-dessus de la chienne pour vérifier que la puce a été correctement implantée. Voilà, elle est identifiée pour le reste de sa vie. Si tout le monde avait ce genre de puce, le jour où elle s'arrête de fonctionner ou est défectueuse, il n'y aura plus personne pour venir vous sauver. On en arrive à trop dépendre de la technologie. C'est là où nos méthodes de traque en reviennent aux seules aptitudes humaines pour survivre, retrouver quelqu'un, voire se repérer. Si vous cassez votre boussole ou votre GPS, vous devez pouvoir retrouver votre chemin et ramener votre équipe. Dans certains cas, ce genre de technologie peut être génial. Mais dans la majorité des cas, si elle tombe en panne, vous allez avoir de gros problèmes. Et les gens ne s'en sortiront pas vivants. L'imagerie thermale et les autres matériels que l'on peut installer sur un hélicoptère sont généralement de haut niveau. Bien sûr, je serais ravi d'en disposer si j'avais à conduire des recherches. Mais je pense que l'expérience d'un être humain qui a passé toute sa vie à traquer et chasser des animaux dans le bush ou à rassembler du bétail, cette technologie sans électricité et sans batterie ne sera jamais dépassée et existera toujours. Avec l'aide d'un militaire, formé par le sauveur de la petite Sarah, George Musgrave, Scott a créé une unité expérimentale qui tente de mettre en pratique certains des grands principes des traqueurs aborigènes pour retrouver les personnes disparues. Elle compte une quinzaine de volontaires. La pierre a été déplacée. Nous avons des traces aussi ici. Et là, 2 belles empreintes. J'ai travaillé côte à côte avec des traqueurs qui m'enseignaient ce qu'ils voyaient au fur et à mesure qu'ils traquaient. Les traqueurs aborigènes, j'en suis persuadé, ont cet art dans la peau. Ils sentent leur terre. Ils la regardent en permanence. La plupart d'entre eux ont appris la traque quand ils étaient encore enfants. Nous, en revanche, avons dû l'apprendre à l'âge adulte bien plus tard. Les traqueurs aborigènes sont bien plus avancés que nous. Nous commençons tout juste à comprendre ce dont ils sont capables. J'espère que si l'art de la traque se perpétue, les aborigènes pourront continuer à nous l'enseigner. Maîtriser le 10e de leur savoir ferait de nous de bien meilleurs traqueurs. Je sais que dans le bush, au plus profond de la culture aborigène, et personne n'a été capable d'ébranler cette culture au fil des ans, il y a toujours des gens qui traquent merveilleusement bien. Et il s'agit de les identifier.
J'ai suggéré à la police du territoire du Nord d'établir un groupe de liaison comprenant 1 ou 2 policiers qui seraient chargés de recenser les meilleurs traqueurs dans chacune des régions et de leur verser une indemnité pour qu'ils soient en permanence prêts à intervenir. Mais plus que de l'argent, le véritable encouragement serait que la police les reconnaisse et donne à ces experts de la traque un statut et une dignité. Le jour où Teddy va partir, va nous quitter, ce pays tout entier va perdre un homme d'une grande valeur. Je souhaite vraiment qu'il y ait une autre génération de grands traqueurs. Je sais que cet art est transmis tous les jours dans les villages du bush. Teddy Iganjangala était un traqueur extraordinaire. Il y a d'autres grands traqueurs dans ce pays, mais Teddy a cette aptitude incroyable, comme un sixième sens, un niveau de déduction que certains qualifieraient de mystique. Et il peut sentir intuitivement des choses que la plupart des gens ne comprendraient même pas. Être chasseur-cueilleur est un style de vie qui m'a toujours permis de rester en bonne santé. Ça m'a aussi permis de ne pas oublier mes racines et de transmettre mon savoir à la prochaine génération. Il y a des milliers de traqueurs des temps modernes ici en Australie, d'enfants de 5 ans à des gens de mon âge. Je dis cela parce que je sais qu'un jour, un de mes petits-fils sera un meilleur traqueur que moi. Je sais que ça se produira. Ça se produira parce que tous les enfants que j'ai conçus pendant ma vie, je leur ai inculqué tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris des vieux traqueurs de ce continent. Neno gala nal brother yorbo no dare rano gala gato no gala na mano gala nal brother bolong gala nal nane mano yambe jala nambu jala gala minere gala na brother nango gala na Namal bangano, ngano.